Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire maconta.fr. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous. Donc un petit rappel avant qu'on débute. Sachez que vous êtes tous en mute sur le webinaire d'aujourd'hui. Vous êtes près d'une trentaine de participants. Donc je vous invite du coup, en cas de questions, d'utiliser directement donc, le chat du webinaire. Donc il est sur le petit onglet Conversation, tout en haut à droite de votre navigation avec la petite bulle. Nous avons 2 consultants avec nous aujourd'hui qui répondront directement à vos questions à l'écrit, sur le chat. Voilà, donc je sais que votre temps est précieux, donc on va tenter de vous proposer un contenu simple et dynamique d'environ 1 heure. Je vais rapidement vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Donc nous avons notamment Sylvain Heurtier, président et fondateur de maconta.fr, Bonjour à tous. et il sera accompagné d'Émilie Garnier, référente qualité du service technique de Maconta. Bonjour à tous. Et du coup, tous deux vous présenteront donc le logiciel d'un point de vue technique, le logiciel de liasse fiscale. Je suis également disponible pour répondre à vos questions. Je suis Henri Goduchot, responsable marketing de maconta.fr. L'objectif de ce webinaire est donc de vous présenter les principales fonctionnalités de notre logiciel de liasse fiscale à destination des professionnels libéraux soumis aux bénéfices non commerciaux. Donc, ce webinaire sera découpé en plusieurs parties avec comme fil conducteur la présentation technique de notre logiciel. Je laisse désormais donc la parole à Sylvain et Émilie pour cette présentation et nous vous remercions encore pour votre présence aujourd'hui. Merci Henri. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la déclaration 2035, comment la contrôler, la compléter et comment la transmettre à l'administration fiscale en EDI pour échange de données informatisées. Car comme vous le savez, depuis pas mal d'années déjà, on transmet sa déclaration professionnelle à l'administration fiscale sous forme de fichier que nous allons déposer sur les serveurs de la DGFiP. Et on fait plus de papier depuis pas mal d'années déjà. Alors, il ne s'agit pas d'un webinaire de fiscalité, mais c'est vraiment un webinaire sur la manipulation du logiciel, même si, compte tenu du sujet, les questions de fiscalité sont omniprésentes. Alors, quelle catégorie de revenus? Les BNC pour bénéfices non commerciaux, hein, ce sont les revenus des professions libérales, qu'elles soient médicales, techniques ou artistiques, avec des particularités. Et 2 régimes en fait, hein. Dans les BNC, nous avons 2 régimes fiscaux. Le régime micro, hein, pour ceux qui font un chiffre d'affaires inférieur à 72 600 € et le régime de la déclaration contrôlée qui est un régime réel d'imposition puisqu'on va déterminer réellement pour l'essentiel le bénéfice imposable. Alors c'est un régime simplifié par rapport au régime des commerçants et des artisans, hein, puisque en fait, c'est une comptabilité de trésorerie, une comptabilité, recettes-dépenses et qu'on ne fait pas de bilan. Mais on va voir que dans l'alias des professions libérales, il y a quand même beaucoup d'informations de détail à fournir, beaucoup de questions, et donc on va s'attacher à voir les questions qui remontent le plus à l'assistance avec l'aide d'Émilie. Le plan proposé pour ce webinaire d'1 heure, comme le disait Henri, on va voir la création de la déclaration 2035, comment remplir les différents feuillets, comment remplir les tableaux OG pour les professions libérales qui sont adhérentes d'un organisme de gestion agréé, hein, qui, vous le savez, vous permet de bénéficier d'avantages fiscaux, et comment envoyer tout ça autant à l'administration fiscale qu'à votre organisme de gestion agréé et contrôler le compte rendu. Un petit rappel sur les délais. Depuis le 25 mars, on a coupé la télétransmission, hein, pour mettre à jour les nouveaux millésimes. Le 4 avril, on va remettre en ligne les millésimes 2022 qui vont servir à déclarer votre bilan, à faire votre déclaration professionnelle 2021. À partir de la mise en ligne du 4 avril, vous aurez jusqu'au 18 mai pour transmettre votre déclaration 2035 à l'administration fiscale. Tout en sachant que pour ceux qui sont assujettis à la TVA, eh bien, il faudra penser avant à déclarer le solde de la TVA et à le payer sur impôts.gouv.
Voilà pour ce petit rappel de délai. On peut passer au slide suivant. Oui, alors, bon, en année d'élection, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, hein. La grande nouveauté de l'année 2021, c'est l'examen de conformité fiscale, qui est un audit facultatif que vous demandez à votre expert comptable et à votre GA. Audit qui vise à réduire le risque d'erreur et la probabilité d'un contrôle fiscal. Donc le prestataire analyse vos déclarations fiscales et votre comptabilité et produit un compte-rendu à l'administration fiscale. L'intérêt de cette nouveauté, c'est de sécuriser votre dossier. Si malgré la réalisation de cet audit, vous avez quand même un redressement fiscal, vous n'aurez pas de pénalité ou d'intérêt de retard sur ce redressement. Voilà. Sinon, à part ça, il y a très peu de changements dans les millésimes 2022 au niveau des formulaires. C'est vraiment la grande nouveauté. Alors, avant de se lancer dans la réalisation de la 2035, il faut que la comptabilité, votre dossier soit à jour. Le gros point sur les professions libérales, ça va être la mise à jour du fichier des immobilisations. Bien mettre à jour votre fichier des immobilisations pour enregistrer les entrées et les sorties et générer votre écriture de dotation aux amortissements. On va faire un petit tour par le logiciel d'IMO avant de se lancer dans l'alias pour voir à quoi ça ressemble. Il y a très peu d'écriture d'inventaire concernant les professions libérales. C'est surtout du contrôle. Il faut bien reclasser également les cotisations URSSAF, puisque vous savez que dans les cotisations URSSAF, il y a de la CSG, déductible, non déductible et des cotisations sociales. Il faut reclasser ces cotisations dans les bons comptes, puisque en règle générale, en cours d'année, tout a été mis dans le même compte. C'est expliqué dans la FAQ 407 et 407 bis dans l'assistance maconta.fr. On vous propose aussi dans les FAQ 620 une checklist pour contrôler votre balance. Et dans la FAQ 801, une liste non exhaustive de charges non déductibles. Voilà, qui peuvent vous guider pour déterminer votre résultat fiscal. Voilà. Donc on va rentrer dans le logiciel tout de suite et on va voir comment créer notre liasse. Donc, je vais me connecter à un dossier de démo. On va se connecter à un dossier de démo. Je vais peut-être ajuster un peu la taille de l'écran. Voilà, donc là on atterrit sur la page d'accueil de maconta.fr. Dans mon dossier, j'ai mon logiciel de comptabilité, mes immobilisations et le menu déclaration fiscale où on va pouvoir faire l'alias. Donc, comme je disais, toute votre comptabilité doit déjà avoir été saisie et vous devez également, dans le logiciel d'immobilisation, si vous avez pris ce logiciel, avoir un fichier des immobilisations à jour. Ça veut dire que pour toutes les immobilisations que vous avez achetées, alors peut-être un petit rappel quand même théorique pour les immobilisations. Donc là, on parle des achats de matériel, de véhicules, de biens que vous avez fait matériels qui vont servir plus d'une année à votre activité professionnelle. Ces biens ne sont pas déduits de bénéfices immédiatement l'année de l'achat, mais vont être déduits de votre résultat fiscal sous forme d'amortissement. Donc pour tout ce que vous avez acheté dans l'exercice comptable qui a un caractère d'immobilisation, il va falloir créer une fiche pour pouvoir calculer les amortissements et générer la dotation aux amortissements à l'aide de ce bouton ici, je comptabilise mes dotations. Nous avons aussi également la possibilité, il peut y avoir également des sorties d'immobilisation quand vous vendez du matériel ou que vous le mettez au rebut. Dans la fiche immobilisation, vous devez enregistrer la sortie de l'immobilisation et dans une mise en ligne qu'on doit faire la semaine prochaine, ça génère également une écriture automatique de sortie. Donc ça, c'est un point important avant de lancer la création de votre déclaration 2035, c'est d'avoir un fichier immobilisation bien à jour et qui colle avec la compta.
Alors maintenant, pour la création de la 2035, c'est assez simple. On va dans le menu déclaration fiscale, liasse fiscale. Et donc là, je retrouve les liasses que j'ai fait précédemment, hein. J'ai celle de l'année 2020 et je vais pouvoir créer ma nouvelle déclaration. Donc mon régime, c'est les BNC, déclaration 2035, et le logiciel reprend mes dates d'exercice comptable. Donc je vais pouvoir créer ma déclaration. Le logiciel m'informe que tout ça, ça va être recalculé à partir de la comptabilité. Je fais oui. Et donc là, je peux accéder à l'espace de travail de ma liasse fiscale. Si, lors de la création de l'alias, le logiciel détecte des anomalies, des incohérences entre la comptabilité, l'alias ou entre le fichier des immobilisations, j'aurai une pop-up qui s'afficherait, qui me dirait ce qui ne va pas. Alors, si vous n'avez pas le module comptabilité chez maconta.fr, vous pouvez quand même faire votre liasse chez nous en important une balance comptable. Ça se passe dans le menu comptabilité, saisie débit crédit, opérations diverses. Donc là, on est dans ce qu'on appelle un journal d'OD, et là, vous avez la possibilité d'importer une balance comptable. Il faut cliquer sur cette icône et vous sélectionnez votre fichier. Alors, ça doit être un fichier au format CSV ou Excel avec simplement 4 colonnes. Une colonne pour le numéro de compte, une colonne pour le libellé, le solde débit, solde crédit, sans totaux, sans sous-totaux, sans en-tête. Voilà, un fichier très simple qui vous permet de récupérer vos écritures comptables dans la comptabilité maconta.fr et ensuite de générer votre déclaration fiscale. Donc je vais retourner dans ma liasse fiscale et on va voir de quoi se compose les différents feuillets de la liasse. Alors le premier feuillet, c'est le feuillet identif pour identification de l'entreprise. Ensuite, on va retrouver le feuillet 2035A et B qui constituent le compte de résultat. Le 2035E qui concerne la valeur ajoutée. Le 2035F qui concerne la composition du capital social. Le 2035G concerne les filiales et participations. Et à partir du 2035, 2035 page 1, page 2, on va récapituler les éléments d'imposition. Le 2035 bis va donner le détail des immobilisations, des amortissements, avec des renseignements complémentaires. Et sur le TER, on va déterminer les plus-values et la répartition du résultat entre les associés si vous êtes en société. Vous avez, avec cette icône ici, gérer les feuillets, la possibilité de rajouter des feuillets complémentaires si nécessaire, et on en parlera tout à l'heure. Alors tout d'abord, le feuillet identif. Donc ça, c'est un feuillet très important puisque c'est lui qui va permettre à l'administration fiscale de savoir qui vous êtes et quelle déclaration vous envoyez. Donc on va trouver un premier cadre identification du déclarant qui reprend ce que vous avez saisi dans mon compte, dans votre dossier sur maconta.fr, les coordonnées, l'adresse, le numéro de SIRET, le code ROF pour référence d'obligation fiscale, votre code NAF, et puis l'identification des professionnels qui vous assistent dans votre comptabilité, dans vos déclarations fiscales. Si vous êtes membre d'un organisme de gestion agréé, vous l'avez saisi dans le paramétrage comptable, ce sera repris ici. Pareil, si vous avez un expert comptable ou un conseil. Le régime fiscal s'indique automatiquement, hein, donc on est en BNC. Et puis le logiciel indique également quelles sont vos périodes d'exercice comptable, donc 1er janvier, 31 décembre pour une profession libérale, avec rappel de la date de clôture de l'exercice précédent. Alors Émilie, je ne sais pas si nous avons des interrogations des utilisateurs sur ce feuillet en règle générale. Alors, on a 2 petits points de contrôle ou d'interrogation qu'on peut avoir. Le premier, c'est sur le code ROF, donc sur la référence d'obligation fiscale. Donc, ce code correspond à votre régime fiscal et est donné donc par l'administration fiscale. Donc par défaut, le logiciel, les 3 premiers caractères, c'est bloqué puisque ça correspond à BNC pour le formulaire de la 2035. Et ce qui peut changer, c'est le chiffre qui apparaît derrière. Donc à la création, le chiffre est 1. Et si vous changez de régime fiscal, il augmente de +1.
Donc, ça peut générer un rejet de l'alias si vous avez changé de code ROF. Donc, si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas à contacter votre centre des impôts qui pourra vous donner l'information correcte. Et le deuxième point de contrôle, c'est en bas du feuillet identif où vous pouvez veiller à contrôler les dates de clôture de l'exercice précédent et également la durée pour que les informations transmises soient correctes. Ok. Oui, effectivement, on peut avoir un code ROF qui change si par exemple on était micro et qu'on passe à la déclaration contrôlée. Donc dans ce cas-là, on passera de BNC1 à BNC2 ou ce genre de situation. Tout à fait. Tout à fait. On va passer au 2035A, donc, qui est la première partie du résultat fiscal. Alors, comme je le disais, il y a beaucoup d'informations qu'il faut veiller il faut lire vraiment tous les champs et les renseigner pour éviter d'avoir des soucis, à répondre à des questions de votre OGA. Donc, la plupart de ces champs se reportent d'une année sur l'autre, mais donc il faut quand même faire une lecture attentive. Dans les informations générales, on va vous demander la nature de votre activité, le code d'activité si vous êtes praticien médical, si vous êtes en société ou pas, si oui, le nombre d'associés. Par défaut, le logiciel va vous mettre sur comptabilité recettes dépenses et comptabilité tenue hors taxe. Mais vous pouvez opter pour une comptabilité créance dette, c'est assez rare dans les professions libérales, mais ça existe. Votre situation en regard de la TVA. Si vous êtes adhérent d'un organisme de gestion agréé, il faut cocher cette case et indiquer votre année d'adhésion. On a également indiqué le nombre de salariés, les salaires nets perçus. Voilà. Si vous avez le module immobilisation, se reporte dans la case DA le total de la valeur brute des immobilisations. Et on arrive enfin à la détermination du résultat en mode recettes-dépenses. Donc, on commence par les recettes et on a ensuite les dépenses. Ces rubriques sont calculées à partir de la balance comptable, donc du solde des comptes en fin d'exercice. Et le travail à faire, là, c'est de contrôler les reports de la comptabilité, tout simplement. Pour contrôler les reports, vous pouvez double-cliquer sur une cellule et vous avez le détail des comptes qui composent la rubrique qui s'affiche. Donc, c'est préparamétré par macompta.fr et le préparamétrage se fait dans le menu Mon dossier, comptabilité, liste des comptes. Et là, vous avez pour tous les comptes de charges et de produits l'indication de la rubrique de la 2035 dans laquelle le compte se déverse en fin d'année. Donc, c'est obligatoire pour tous les comptes de résultats, hein, donc les comptes qui commencent par 6 ou 7. Et on peut aller voir, par exemple, pour ce compte, dans le paramétrage, par exemple pour ce compte d'achat, il est paramétré pour se déverser dans la case 8, dans la rubrique 8 de la déclaration 2035. Donc, l'utilisateur a la main pour changer la correspondance entre la liste des comptes et les rubriques de la 2035. Donc, pour faire ce paramétrage, nous, on s'est basé sur les règles des AGAD, le guide de l'UNASA, mais si vous créez des comptes, hein, il faut indiquer à quelle rubrique correspond le compte que vous avez créé. Alors, il faut compléter éventuellement les renvois. Pour les honoraires rétrocédés, par exemple, normalement, vous avez dû, si vous avez des honoraires rétrocédés, créer un compte pour ça, et ce compte viendra se nourrir automatiquement. Mais vous pouvez tout à fait compléter certains renvois pour le détail manuellement. Donc, par exemple, ici, location de matériel mobilier. Normalement, si vous avez utilisé un compte qui est paramétré sur cette rubrique, ça se remplira automatiquement, mais vous avez la possibilité de remplir également manuellement chaque champ. Alors, les comptes de charge, les dépenses professionnelles plutôt ne posent pas de difficultés particulières, ils seront repris de la comptabilité. Concernant les frais de véhicule, donc ça c'est un point important, vous avez, vous le savez, le choix entre les frais réels et le barème kilométrique.
Si vous choisissez les frais réels, ben vous allez tout au long de l'année saisir vos dépenses de véhicule, de carburant, de réparation de votre véhicule en comptabilité. Ça viendra nourrir automatiquement la ligne 23. Si vous choisissez le barème kilométrique, vous êtes censé en cours d'année ne pas comptabiliser vos dépenses réelles de véhicule et remplir le cadre 7 de la page suivante qu'on va voir après. Donc là, a priori, sur la ligne 23, j'ai aucune dépense de véhicule qui a été comptabilisé en cours d'année. Donc ça veut dire que j'avais choisi en début d'année de passer par le barème kilométrique. Je précise que si vous avez quand même utilisé la carte bleue de l'entreprise, par exemple, pour faire des dépenses de véhicules, ça veut dire que vous êtes censé, et que vous avez opté pour le barème kilométrique, vous êtes censé comptabiliser ces dépenses en prélèvement de l'exploitant, puisque vous ne pouvez pas, pour un même véhicule, avoir des dépenses réelles et le barème kilométrique. Viennent ensuite les autres frais de déplacement, les charges sociales personnelles, avec la correspondance, enfin avec le détail entre les cotisations obligatoires et les cotisations facultatives Madelin. Donc là, c'est pareil. Dans la liste des comptes, on propose, et c'est détaillé dans une FAQ, des comptes à utiliser pour les cotisations obligatoires et les cotisations facultatives pour que ça atterrisse dans la bonne rubrique de la déclaration 2035. Si vous créez des nouveaux comptes pour des contrats d'assurance sociale, pensez à bien indiquer si vous voulez que cette charge atterrisse dans la ligne BT ou BZ de votre déclaration 2035. Avant de passer au feuillet suivant, Émilie, est-ce que nous avons des questions des utilisateurs sur cette première page du compte de résultat? Alors oui, justement, c'est notamment sur les cotisations personnelles et facultatives dont tu évoquais le cas à l'instant. Pensez bien à vérifier les montants qui sont repris dans ces cellules, puisque ces montants vont être repris par l'administration fiscale et vont être remplis automatiquement dans votre déclaration de l'impôt sur les revenus, donc la déclaration 2042, et vont également servir au calcul des cotisations pour les futurs appels. Donc veillez bien à ce que voilà, les montants qui soient remplis soient corrects. Donc là, effectivement, sur les lignes 25, on a les charges sociales personnelles. Je précise que la CSG déductible, elle est sur la ligne 14 ici, et que la CSG non déductible est sur la ligne précédente si vous avez comptabilisé en charge la partie non déductible de la CSG, sachant que pour la CSG non déductible, je pense que certaines AGA préfèrent qu'on fasse une imputation dans le compte de l'exploitant, prélèvement de l'exploitant. Mais on va en parler un petit peu plus tard quand on parlera de la distinction entre une réintégration, enfin sur la page suivante, une distinction entre la réintégration comptable et fiscale. Donc, je vais passer à la page 2035B, qui est la suite du compte de résultat. Se reporte sur le 2035B l'excédent des recettes professionnelles sur les dépenses professionnelles, si c'est un excédent, et sur la ligne 39, si c'est un déficit. Donc, dans ce tableau, on va avoir un jeu de plus et de moins pour corriger cet excédent, ces insuffisances. Donc sur la ligne 35, par exemple, on va reporter les plus-values à court terme. Alors, lors du calcul, donc les plus-values, hein, je rappelle, hein, c'est lorsque vous vendez une immobilisation, c'est la différence entre le prix de vente qui est égal à 0, par exemple, si vous mettez au rebut votre immobilisation, et sa valeur comptable, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et les amortissements comptabilisés. Par défaut, le logiciel va calculer une plus-value. Si vous avez passé l'écriture de sortie d'immobilisation et l'imputer si elle est positive sur la ligne CB et si c'est une moins-value sur la ligne CK. Et on va voir
plus loin dans le 2035 TER que si la plus-value n'est pas à court terme, vous pouvez le modifier dans ce dernier feuillet et ça modifiera le compte de résultat. Donc voilà, donc un report automatique de la plus-value sur la ligne CB ou CH. On va avoir également dans le jeu des plus et des moins pour corriger ce bénéfice professionnel sur la ligne 36 du divers à réintégrer. Donc là, il s'agit de dépenses que vous avez comptabilisées dans votre comptabilité, mais qui ne sont pas déductibles fiscalement. Alors, il peut s'agir de la CSG non déductible si vous l'avez comptabilisé en charge, ça peut être des pénalités et amendes, ça peut être des loyers ou l'amortissement d'un véhicule dont le prix d'achat dépasse certains seuils. Enfin bon, vous avez une très longue liste de dépenses non déductibles. Pour ça, il faut se référer donc au FAQ, au guide de l'UNASA, au guide à la notice de l'administration fiscale ou des ressources que vous pouvez trouver sur Internet. Si je double-clique sur la cellule, j'ai le détail de ce que le logiciel a réintégré automatiquement. Si l'utilisateur a utilisé les comptes qui sont proposés, pour la CSG non déductible, les pénalités et amendes, c'est le compte qui est proposé par le plan comptable général. Si vous avez d'autres types de dépenses non déductibles, vous les ajoutez ici, elles seront prises en compte. On a ensuite dans les plus le bénéfice éventuel d'une société civile de moyens. Dans les moins, on va retrouver les frais d'établissement, le report automatique des dotations aux amortissements du logiciel d'immobilisation ou de la saisie manuelle du feuillet 2035 bis, si vous n'avez pas le logiciel d'immobilisation. Les moins-values à court terme, et sur la ligne 43, on va avoir le divers à réintégrer. Donc, il s'agit de produits que vous avez, de recettes que vous avez enregistrées dans un compte de produits dans le compte de résultats, mais qui ne sont pas imposés fiscalement. Donc là encore, il y a une liste importante de déductions possibles si vous êtes implanté en zone franche urbaine, en zone de revitalisation rurale, si vous êtes jeune entreprise innovante ou tout simplement les aides Covid reçues par le Fonds de solidarité qui ne sont pas imposables fiscalement et qu'il faut mentionner donc sur cette ligne 43. Donc après, on a les déficits de la société civile de moyens et entre les plus et les moins, on va déterminer le bénéfice ou le déficit de votre activité professionnelle. Bénéfice ou déficit qui sera reporté dans le formulaire 2035. Si on continue sur ce feuillet, on va avoir dans la rubrique 5 la reprise de la valeur ajoutée, TVA collectée, TVA déductible, les recettes provenant d'activités exonérées pour la CET et le cas de recettes qui concerne le barème kilométrique. Donc, comment ça fonctionne, Si vous avez opté pour le barème kilométrique, il faut cliquer sur « Ajouter un véhicule » et renseigner là où les lignes. Donc, on indique le modèle du véhicule, le type, sa puissance fiscale. On choisit le barème BNC, puisque le BIC concerne que le carburant. Le barème BNC concerne tous les frais courants du véhicule, que ce soit le carburant, l'entretien, l'assurance, etc. On indique le kilométrage professionnel et le montant de l'indemnité kilométrique. Donc ce montant se reporte dans le total A et met à jour dans le formulaire 2035A la ligne frais de véhicule. Vous voyez ici, ça c'était vide tout à l'heure et maintenant j'ai le report des 3 000 € d'indemnité kilométrique et par défaut, la case évaluation forfaitaire est cochée. Donc voilà pour le 2035B pour la partie véhicule. Donc bien sûr, on peut avoir plusieurs véhicules. Et on peut également avoir des frais non couverts par le barème kilométrique qu'on peut ajouter ici. Donc si c'est des réparations exceptionnelles qui ne sont pas comprises dans le barème.
Émilie, est-ce que nous avons des questions des utilisateurs sur le 2035B à l'assistance? Alors, je dirais plus un petit point de contrôle à avoir, c'est notamment sur les montants de TVA qui sont repris automatiquement dans l'alias. Pensez bien à vérifier les montants et notamment celui sur la TVA qui peut être afférente aux honoraires rétrocédés pour bien renseigner et séparer ces montants de TVA-là. Ok. C'est tout, rien de plus? Non, Non. sinon tout va bien, tu as tout bien expliqué. Ok, merci. Sur le 2035E, alors ce formulaire, ce feuillet n'est à remplir. Il ne s'affiche que si vous dépassez les seuils pour l'assujettissement à la CVAE, c'est-à-dire que si votre chiffre d'affaires dépasse 152 500 €. Sinon, vous ne le verrez pas. Donc, il permet de déterminer la valeur ajoutée qui sera soumise à la CVAE. Donc là encore, c'est un point de contrôle. Vérifier les recettes, vérifier les dépenses avec la notice de l'administration fiscale, sachant qu'il peut y avoir des différences entre ce que vous avez comptabilisé et ce qui doit être mentionné fiscalement, notamment sur les plus-values en fonction du caractère d'activité normale ou courante des plus-values sur immobilisation. Au bas du formulaire se reporte le montant de la valeur ajoutée. Donc, si vous êtes assujetti à CVAE et que vous êtes mono-établissement, vous avez une case à cocher qui vous dispense de faire la déclaration spéciale pour la CVAE, c'est le 1330 CVAE qu'on verra tout à l'heure. C'est une case à cocher si vous êtes mono-établissement pour éviter d'avoir à faire cette déclaration. Je crois que tu voulais nous dire quelque chose là-dessus, Émilie, aussi, sur la CVAE. C'est de bien penser justement à cocher cette case-là pour bien bénéficier de la dispense et de bien renseigner les effectifs quand vous êtes concerné par les effectifs, voilà, comme par exemple pour les salariés. Ouais, sur la ligne BK, oui. Et donc, si on a le temps tout à l'heure, on verra comment on fait la déclaration 1330 CVAE qui doit être envoyée en même temps que l'alias fiscal. Mm. Je passe au feuillet suivant. Alors, ça va aller assez vite, puisqu'il s'agit de la composition du capital social. Il n'y a pas de point particulier. On va ici renseigner les différentes associés, personnes physiques ou morales qui possèdent le capital de l'entreprise si vous êtes en société civile. Ça mettra à jour le total des associés et le nombre de parts. Et ça concerne les personnes qui possèdent au moins 10% du capital de la société. Sur le 2035G, on va trouver la liste des filiales et participations à renseigner. Donc là, c'est pareil, vous faites ajouter une filiale et là, vous pourrez, ou une part dans une autre société, vous pourrez indiquer quelle société vous détenez. Sur le 2035, page 1, on va récapituler les éléments d'imposition. Donc là, c'est pareil, il faut vérifier attentivement les champs pour les compléter s'il n'y a pas de report. On va indiquer ici un éventuel changement d'adresse, l'adresse des cabinets secondaires, l'adresse de votre domicile si vous avez une adresse distincte de votre un domicile distinct de votre cabinet, la nature de l'activité, la date de début d'exercice dans la profession, si vous êtes membre d'une société ou d'un groupement. Et donc, on va reporter dans le cadre 1 ici le résultat fiscal du 2035B. Donc là, ici, on a un bénéfice de 92 000 € qui va servir à détermination, enfin, qui sera reporté dans la déclaration d'ensemble des revenus, la 2042. Alors, si vous avez comptabilisé, par exemple, des produits financiers dans vos recettes professionnelles, il faut les indiquer ici puisque ces produits financiers sont taxés dans la catégorie des revenus de revenus de capitaux mobiliers et pas dans les bénéfices non commerciaux. Vous devez indiquer dans le cadre 2 ici si vous avez réalisé des plus-values à long terme, plus-values qui seront taxées au taux réduit de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux et qui ne figurent pas dans votre bénéfice courant.
Tu m'arrêtes, Émilie, si tu veux qu'on parle de ce feuillet en particulier. Ben, je veux bien, oui. Hmm. En haut du feuillet, sous les 3 premiers cadres, vous avez 2 informations à renseigner. Donc la nature de l'activité et surtout celle qui est très souvent oubliée, c'est la date de début de l'exercice de la profession, puisque ce champ est obligatoire pour l'envoi en EDI de votre liasse fiscale. Et si vous ne remplissez pas, la liasse ne pourra pas partir. Donc c'est bien sur la partie droite de l'écran ici qu'il faut renseigner votre date de début d'exercice de votre profession. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est une date de type avec le petit calendrier. Jour, mois, voilà, c'est ça. Voilà, ouais, ok. Sur le 2035, page 2, on va indiquer dans le cadre 3 les exonérations ou abattements d'impôts sur les bénéfices ou de plus-value dont on bénéficie et la nature de cette exonération, donc entreprise nouvelle, zone franche urbaine, etc., etc. Le cadre 4 concerne les bénéfices non professionnels, revenus des jeux, de hasard, etc. Et de la liste, c'est un peu le fourre-tout de l'administration fiscale, les BNC non professionnels. Si jamais vous avez des bénéfices de ce type, il faut penser à les déduire dans le 2035B pour les rajouter ici. Après, on nous demande si notre comptabilité est informatisée. Apparemment, si vous écoutez ce webinaire, c'est que c'est le cas. Donc, ça va se remplir automatiquement avec macompta.fr. Et là, on a un report des professionnels de l'expertise comptable ou des OGA qui vous conseillent dans l'établissement de votre déclaration. Et donc, c'est là que se trouve la case ECF à cocher. Si vous avez décidé de faire appel à un prestataire pour réaliser votre examen de conformité fiscale, eh bien, il faut cocher cette case et indiquer qui le fait. Je passe au 2035 bis. Donc là encore, des renseignements complémentaires. On va vous demander si vous avez des salaires et qui vous les paye, si vous avez des salariés avec les effectifs, et si vous avez quels sont les salaires, code-part de société civile de moyens, etc. Donc veillez attentivement à remplir ces différents champs. Dans le cadre 1, on va reporter donc les immobilisations et les amortissements dont vous avez disposé et qui génèrent une dotation aux amortissements, une déduction fiscale. Donc ce tableau est pré-rempli. Automatiquement, il reprend ce qu'il y a dans le logiciel d'IMO. Et si vous n'avez pas le logiciel d'IMO, il va falloir remplir manuellement ces différentes lignes. Donc, pas de remarques particulières sur ce feuillet. Ici, on a le total des dotations aux amortissements qui correspond à ce qui a été reporté dans la 2035B. Si vous avez opté pour le barème kilométrique et que votre véhicule est inscrit à l'actif et que vous avez comptabilisé un amortissement pour ce véhicule, dans le cadre 7 du 2035B, il y a une case à renseigner qui permet de déduire de la dotation aux amortissements l'amortissement de ce véhicule, puisque l'amortissement est déjà compris dans l'indemnité kilométrique. Émilie, est-ce qu'on a quelque chose sur ce tableau? Non, en général, Non, très peu de non. remontées avec la facilité du logiciel immobilisation, ça se passe bien. D'accord, merci. 2035 terre, le tableau 2 permet de déterminer les plus ou moins-values. Donc, comme je le disais, hein, les plus-values, c'est l'excédent du prix de cession sur la valeur comptable de vos immobilisations. C'est reporté automatiquement du logiciel d'IMO si vous avez le logiciel d'IMO, sinon c'est à renseigner manuellement. Par défaut, le logiciel positionne la plus-value ou la moins-value à court terme. Donc là, j'ai des bureaux que j'avais achetés 4 000 € qui étaient amortis pour 640 €. Donc j'avais une valeur comptable de 3 360 € pour lequel une écriture a été passée en comptabilité pour annuler le prix d'achat, les amortissements des livres comptables. J'ai enregistré également une session pour 4 000, donc j'ai réalisé une plus-value de 640 €. Donc cette plus-value, le logiciel la place à court terme. Si la plus-value est taxable en tout ou partie à long terme, il suffit de renseigner la case long terme
Et donc, la plus-value à court terme est recalculée et se met à jour dans le formulaire 2035B. Vous voyez, 540 €, ça s'est mis à jour. Alors, pour la distinction entre la plus-value à court terme et à long terme, je vous renvoie à la documentation fiscale pour voir si vous pouvez bénéficier d'une taxation à taux réduit ou si ça rentre dans le bénéfice d'exploitation. Je vous disais tout à l'heure que si vous manque des feuillets, vous pouvez cliquer sur cette icône et les rajouter. Donc on va trouver ici différents feuillets complémentaires, notamment le fameux 2069 RCI qui concerne les différents crédits d'impôt dont vous pouvez bénéficier. Vous avez ici le crédit d'impôt recherche et puis vous avez des états complémentaires à fournir, par exemple si vous êtes implanté en zone franche urbaine, les tableaux de suivi des plus-values, etc. Donc tout ça, c'est disponible, il suffit de cocher sur la case et puis le feuillet apparaît. Donc là, vous pouvez ensuite le renseigner si vous bénéficiez d'un crédit d'impôt particulier. Et je pense que c'est tout pour le 2035 TER. Je ne sais pas si Émilie, tu as un complément à apporter là-dessus. Non, sur ce feuillet, il y a très peu de remontées, donc pas de complément. Alors, si peut-être quand même aller jusqu'au bout, vous avez ici le tableau de répartition du résultat entre les associés si vous êtes en société civile, en indiquant distinctement si vos associés sont des personnes physiques ou morales. Alors, donc, une fois qu'on a fait sa liasse fiscale, il suffit de cliquer sur l'icône EDI pour la télétransmettre à l'administration fiscale, mais on va faire un petit détour par les tableaux OG pour nos adhérents, pour nos clients qui sont également adhérents d'un organisme de gestion. Donc, je vais fermer ma liasse et je vais aller dans le menu tableau OG. Et donc là, j'ai la liste des tableaux OG que j'ai déjà fait pour les années précédentes et je vais créer un nouveau tableau correspondant à ma nouvelle liasse, puisqu'il va falloir envoyer tout ça en même temps à mon organisme de gestion. Voilà, donc pour les professions libérales, on a 8 tableaux OG à renseigner. Donc il s'agit principalement d'informations de détail qui explicitent la déclaration 2035. Et là, il faut remplir ça attentivement pour éviter de perdre du temps et que vous ayez des allers-retours de questions avec votre AGA. Donc, quelle est votre forme juridique? L'éditeur de logiciel, ça se met tout seul. Date d'exercice, situation de la TVA, etc. Dans l'OG BNC 00, c'est réservé aux professionnels de l'expertise comptable. Donc, ce n'est pas à renseigner si vous n'êtes pas un expert comptable. Dans l'OG BNC 01, vous avez beaucoup d'informations de détail. Est-ce que votre conjoint travaille dans l'entreprise ou pas? Est-ce que vous avez créé votre clientèle? Est-ce que vous avez d'autres revenus dans le foyer fiscal, notamment si votre bénéfice professionnel est faible? Voilà. Est-ce que vous avez appliqué la réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité? Donc là, toutes ces informations de détail à renseigner. On vous demande également de préciser quel type de local professionnel vous avez, avec son adresse, et puis de reprendre ici vos véhicules professionnels avec un peu plus d'informations que dans la liasse fiscale. Donc, toutes ces informations vont permettre à votre OGA de bien contrôler votre déclaration 2035. L'OG-BNC 02 est là pour détailler les déductions diverses que vous pouvez appliquer. Le BNC 03 est très important puisqu'il vous permet d'indiquer pour les dépenses non déductibles comment vous avez réintégré ces dépenses, comment vous avez traité ces dépenses. Donc par défaut, on reprend certaines dépenses
non déductibles qui ont pu être identifiés dans votre comptabilité. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la CSG non déductible et les amendes, mais vous pouvez en avoir d'autres et dans ce cas-là, il faut les remplir manuellement, indiquer que vous avez tel type de dépenses non déductibles, amortissement de véhicules, location de matériel, salaire ou charges, etc. Vous devez également indiquer pour ces dépenses non déductibles comment vous avez réintégré ces dépenses. Deux possibilités, soit extra-comptable, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans le 2035B, c'est-à-dire que dans le tableau de passage de l'excédent aux bénéfices imposables, on a rajouté les dépenses non déductibles, mais vous avez également la possibilité de le faire directement en comptabilité, c'est ce qu'on appelle le traitement en décote direct, et qui consiste à saisir votre dépense directement en prélèvement de l'exploitant, en comptabilité. Alors, ce retraitement, vous pouvez le faire dépense par dépense. Il suffit d'imputer la dépense dans votre compte d'exploitant, mais vous pouvez également le faire globalement en fin d'année dans le menu de la saisie des écritures comptables. Voilà. Donc, très important, ce tableau OG03 qui permet de montrer que vous avez bien réintégré les dépenses non déductibles. L'OG BNC 04, c'est peut-être le plus compliqué. Il est pré-rempli, mais il est possible que vous ayez à compléter le pré-remplissage. En fait, c'est un tableau qui permet de vérifier la cohérence entre le bénéfice professionnel et la variation de trésorerie. Pour déterminer la variation de trésorerie, on fait la différence entre le solde de trésorerie en fin d'année et le solde de trésorerie en début d'année. Donc, qui permettent de déterminer le gain de trésorerie effectué réalisé au cours de l'année. Sauf que dans les variations de trésorerie, dans les mouvements de trésorerie, il y a des dépenses qui ne correspondent pas à des dépenses professionnelles déductibles et il y a des produits qui ne sont pas des produits imposables. Donc, ils sont neutralisés. En fait, on rajoute au solde de fin d'année les dépenses non déductibles, hein, comme les prélèvements personnels ou le paiement de la TVA. Et on rajoute au solde au 1er janvier les produits, les recettes qui n'ont pas le caractère de bénéfice de produits imposables, comme les apports que vous avez pu faire, les encaissements de TVA, etc. Donc par différence, on a une variation de trésorerie qui correspond à ce qui est déclaré sur une variation nette de trésorerie qui doit correspondre aux recettes nettes qui sont déclarées sur la ligne AG du 2035A, qui est l'excédent professionnel. Alors là, sur la ligne AV, on doit avoir un 0. Si c'est le cas, il va falloir pointer les différentes lignes de ce formulaire pour voir si le logiciel a bien reporté toutes les cases. Donc là, dans mon exemple, ce qui manque, ce sont les dépenses forfaitaires, hein, donc les indemnités kilométriques à l'arrondi près. C'est que je vais retourner dans ma liasse fiscale. Sur le 2035B, pardon, sur le 2035A, j'avais pour 3 000 € de frais de véhicule. Ce sont des dépenses forfaitaires, hein, puisque j'ai déduit de mon bénéfice ces indemnités kilométriques, mais elles ne correspondent pas à une sortie d'argent. Donc, c'est en différence dans la variation de trésorerie. Et donc, je vais compléter ici, les rajouter. Donc, j'ai une ligne AV qui est à 0, donc c'est-à-dire que j'ai identité entre la variation de trésorerie qui ressort de la comptabilité et ce qui est déclaré fiscalement. Pour vous aider, si vous avez des écarts, vous avez le mode d'emploi ici du tableau qui vous explique un petit peu quelques pistes.
Et vous avez également, pour pointer ligne par ligne la nature des retraitements, dans les éditions comptables sur macompta.fr, ici, la possibilité d'éditer une balance comptable, balance avec 6 colonnes, qui vous donne bien la variation des différents postes de bilan et de résultats au cours de l'année, avec la situation au 31 décembre, les mouvements de l'année et la situation au 31 décembre. Donc, l'idée, c'est d'arriver à un résultat, à une variation explicitée. Est-ce que, Émilie, tu avais un complément sur ce formulaire à nous apporter? Est-ce qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui rencontrent des difficultés sur ce formulaire? Alors, quelques difficultés, notamment sur le tableau de passage, puisque comme tu le disais, c'est le tableau qui est un petit peu le plus difficile à interpréter ou à remplir. Donc, il faut savoir que ces tableaux nous sont fournis par les centres de gestion eux-mêmes. Donc, si vous avez des questions sur le remplissage de certaines données, n'hésitez pas à revenir vers eux, puisqu'ils seront plus à même de vous aider à vous expliquer comment remplir certains champs. Voilà, c'est vraiment le point à savoir. Et également, dans le cas où vous auriez créé une liasse et les tableaux G et que vous auriez supprimé la liasse, pensez bien également à supprimer les tableaux G, puisque chaque tableau créé est relié à une liasse. Donc il faut bien que ce soit le bon tableau, enfin les bons tableaux à la bonne liasse pour que derrière vous puissiez faire l'envoi qui soit global. Ça me fait penser aussi à une remarque, c'est que si vous avez lancé votre liasse fiscale et en faisant votre liasse fiscale, vous vous rendez compte qu'il manque des écritures en comptabilité et que vous retournez dans la comptabilité pour les passer, hein, donc ça suppose que vous ne clôturez pas vos écritures comptables tant que vous n'avez pas envoyé votre liasse à l'administration. Surtout, pensez, lorsque vous revenez dans votre liasse, à bien recalculer la liasse fiscale pour ne pas avoir d'incohérence entre la comptabilité et la liasse fiscale, hein. Donc, si vous sortez de la liasse et que vous passez des écritures, quand vous revenez dans la liasse, vous relancez un calcul, ça n'effacera pas ce que vous avez saisi, ça ne régénérera que les champs calculés. Et autre conseil, c'est que il y a parfois des utilisateurs qui créent 36 liasses à chaque fois qu'ils vont faire un recalcul de liasse. Non, c'est assez perturbant. Si vous avez créé une liasse et vous devez la modifier, vous le recalculez, ce n'est pas la peine de créer une autre liasse. Je continue sur les tableaux OG. L'OG BNC 06, eh bien, il s'agit de déterminer quels sont les taux de TVA applicables aux différentes recettes. Donc ça, c'est repris de la comptabilité. Si vous avez des opérations du chiffre d'affaires exonérées en franchise de TVA, avec TVA et quel taux. L'idée, c'est de réconcilier le montant de TVA collecté avec ce que vous avez déclaré sur votre déclaration de TVA. Oui, puisque en fait, vous avez ici la colonne avec la base hors taxe, le taux de TVA, la TVA calculée, et la base sur la déclaration de TVA. Donc là, vous pouvez avoir un écart. Si vous avez un écart, il faut l'expliciter en expliquant pourquoi. Est-ce que c'est une régularisation de l'année précédente ou une erreur de ce type. Et puis, donc, concernant la TVA sur immobilisation, on doit reporter ici la TVA sur les acquisitions. Est-ce qu'on a des remarques là-dessus, Émilie? Non, rien de spécial. Non. OK. OGBNC 07, ce sont les informations complémentaires à fournir pour les associés de société civile. Et le BNC 08, c'est un formulaire où vous avez des champs libres pour pouvoir apporter des compléments d'information à votre GA. Donc, une fois que nous avons rempli les tableaux G, on va pouvoir transmettre l'alias fiscal.
Donc pour ça, c'est très simple. Maconta.fr est partenaire EDI agréé par l'administration fiscale. Donc il suffit de cliquer sur cette icône et on va pouvoir envoyer après contrôle votre liasse fiscale au format EDI à l'administration. Donc là, comme on est en train de mettre à jour les nouveaux formulaires, je ne peux pas vous montrer la procédure. J'ai une capture d'écran qui va me permettre de vous montrer à quoi ça ressemble quand même. Je vais essayer de vous la partager. Voilà, est-ce que vous la voyez bien? Oui, Choix c'est du bon. partenaire EDI. Donc il y a deux possibilités. La première, c'est la plus simple, c'est que vous envoyez votre liasse fiscale directement à l'administration fiscale avec maconta.fr. Comme ça, c'est vous qui recevrez le compte-rendu de télétransmission. Après, certaines AGA souhaitent que leurs adhérents transmettent à l'administration fiscale leur déclaration fiscale par leur partenaire EDI. Dans ce cas-là, il faut cocher sur « Autre ». Si vous choisissez maconta.fr, le fichier sera envoyé à l'administration fiscale et votre OGA recevra par mail en même temps une copie de votre déclaration, la balance comptable et les tableaux OG. Si vous choisissez Autre, vous atterrissez sur un deuxième comment dire, écran que je vais vous montrer. Alors, je vais vous le partager à nouveau. C'est bon, on le voit. Ah, on le Ah, voyait. vous le voyez, ok, d'accord. Donc, dans lequel il faut Là, on le voit plus indiquer. par contre. Ah, Du coup, tu d'accord. Et as là, enlevé le partage. zut. C'est bon? C'est revenu? Hop, ça y est, c'est bon. Ok. Donc, sur ce deuxième écran, on indique qui est le déclarant. Donc là, c'est l'AGA qui est reprise, celle que vous avez sélectionnée dans le paramétrage comptable. Et là, il faut choisir le partenaire EDI de votre AGA. Donc là, il faut vraiment vous référer aux instructions qui sont communiquées par votre AGA en début d'année, plutôt au moment de l'alias. Est-ce que vous pouvez transmettre directement par maconta.fr ou est-ce que est-ce que vous récupérez un fichier en le paramétrant comme votre AGA le souhaite. Et dans ce cas-là, vous récupérez un fichier que vous allez déposer sur l'extranet de votre AGA qui se chargera de l'envoi à l'administration fiscale. Bon, moi, j'ai une préférence pour la première solution qui me semble beaucoup plus simple, puisque en fait, vous envoyez votre déclaration, vous avez le compte-rendu, donc vous êtes assuré de la bonne réception par l'administration fiscale de votre déclaration fiscale et la procédure est terminée. Voilà, bon, après, c'est à voir avec votre AGA. Émilie, est-ce que nous avons là-dessus des choses à apporter, des compléments? Alors oui, je voulais préciser, si le partenaire EDI de votre centre de gestion n'est pas disponible dans notre liste, n'hésitez pas à envoyer le détail des informations nécessaires, donc le numéro d'agrément, le nom, l'adresse mail par exemple, au service technique pour qu'ils puissent le créer en base et qu'ensuite vous puissiez le choisir lors du paramétrage parce qu'en fait, quand vous récupérez le fichier en EDI, l'entête est contrôlée par les logiciels et si le partenaire EDI n'est pas le bon, votre OGA ne pourra pas ouvrir le fichier. Donc, il faut vraiment veiller à ce que ce soit le bon partenaire EDI qui soit renseigné. Et puis je précise que c'est quand même très difficile, nous, de notre côté, d'avoir pour l'envoi des dossiers aux OGA une liste à jour, puisque ça, avec les fusions, ça change assez souvent et c'est vraiment une information à vérifier. Les rejets, est-ce qu'on a beaucoup de rejets? Alors, il peut y avoir des rejets. Donc, on a surtout 3 types de rejets. Donc, le premier, c'est le code ROF. Donc, comme on le voyait au début du webinaire, dans le cas d'un changement de régime fiscal, le code ROF peut être erroné. Donc, dans ce cas-là, vous avez un rejet. Donc là, contactez votre centre des impôts si vous ne le connaissez pas. Le deuxième type de rejet qu'il peut y avoir, c'est le type de formulaire. Donc, par défaut, nous, dans le logiciel, on vous propose la 2035 puisque vous êtes en profession libérale, mais vous avez quand même un bouton qui vous permet d'accéder à toutes les liasses. Donc, si vous choisissez la mauvaise ou que vous avez changé de régime fiscal, ça peut également générer un rejet.
Et le dernier type de rejet, c'est lié aux dates, puisqu'elles peuvent être erronées dans le cas où vous commencez, où vous faites une cessation d'activité. Il peut y avoir un décalage d'une journée entre ce qui est renseigné dans l'enregistrement et celui qui est fait auprès de l'administration fiscale. Donc c'est pareil pour ce type de rejet-là. Contactez votre centre des impôts pour avoir la bonne information et réeffectuer un envoi de l'IAS. Ok, très bien. Alors, une fois qu'on a terminé l'alias fiscal, je ne sais pas si vous voyez mon écran, eh bien, on a terminé le travail. Enfin, non, on n'a pas tout à fait terminé le travail. Il faut quand même penser aux autres déclarations qu'il pourrait y avoir à faire. J'ai parlé tout à l'heure de la 1330 CVAE. Donc, pour ceux qui dépassent les seuils d'assujettissement à la CVAE et qui ne sont pas mono-établissements. Donc, si vous avez plusieurs établissements, il va falloir remplir cette déclaration et l'envoyer. Et puis, vous avez pour tout le monde, quasiment, tous ceux qui ont des locaux, des locaux professionnels, la déployer à faire. C'est un formulaire déclaratif qui permet d'indiquer à l'administration fiscale les locaux dont vous disposez, que ce soit à titre de propriétaire, les locaux professionnels dont vous disposez, que ce soit à titre de propriétaire ou de locataire. Donc, c'est une procédure en 2 temps. On fait d'abord une requête auprès de l'administration fiscale pour voir quels sont les locaux dont vous disposez dans leur fichier. Vous avez une réponse et pour ces locaux-là, vous devez indiquer quel est le loyer payé pour l'année 2022. Donc, c'est un loyer prévisionnel. Et également si vous êtes propriétaire, locataire, etc. Donc, c'est une procédure en 2 temps et cette déployée doit être faite en même temps que votre l'IAS fiscal. Et donc, une fois qu'on a fait ça, il faut surtout penser aussitôt l'envoi de la déclaration fiscale faite à clôturer votre comptabilité, puisque la validation, la clôture permet de valider les écritures comptables et c'est la validation qui donne sa valeur probante à votre comptabilité, qui permet de générer le fichier des écritures comptables en cas de contrôle. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de décalage de date entre la validation de vos écritures et l'envoi de votre déclaration. Si jamais il y a une erreur qui est remontée par la suite par l'administration ou des correctifs, vous pourrez toujours déclôturer votre exercice comptable. Les écritures passées resteront validées, mais vous pourrez passer de nouvelles écritures et régénérer une liasse fiscale par la suite. Donc, pas de souci pour ça. Voilà, donc j'ai terminé pour ma partie. Henri, je te repasse la parole pour conclure ce webinaire. Merci Sylvain, merci Émilie donc, pour cette présentation technique donc, de notre logiciel. Donc avant de conclure rapidement, un petit point sur l'assistance maconta.fr. Vous disposez d'un certain nombre d'outils et d'aides pour utiliser correctement notre solution, et notamment un certain nombre de FAQ et de vidéos disponibles sur votre compte maconta.fr au niveau de l'assistance, à correspondre en général aux questions les plus posées, ainsi qu'à des aides liées à l'utilisation de certains outils. Nous avons également des guides pratiques qui sont pour le coup disponibles sur notre site vitrine, qui sont des guides en format PDF, qui sont directement téléchargeables et déclinés par forme juridique. Et ils sont des vrais modes d'emploi de maconta.fr. Et enfin, nous avons l'assistance par email et par téléphone qui est comprise dans votre abonnement si vous êtes client maconta.fr. Sachez que les délais de réponse ne dépassent rarement la demi-journée. Enfin, pour conclure, on tenait à nouveau à vous remercier d'avoir participé et avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Un petit rappel pour le prochain webinaire qui clôturera cette série de webinaires maconta.fr. Donc le 7 avril, nous avons un webinaire sur la liasse fiscale des SCI soumises à l'impôt sur les revenus. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire si vous êtes concerné par cela. Et enfin, si vous souhaitez voir ou revoir certains passages de ce webinaire, sachez qu'une rediffusion sera disponible sous peu sur notre chaîne YouTube et elle vous sera également envoyée par email. Voilà, nous vous remercions une nouvelle fois et on vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.